So we're all handing influences down and inspiring. Where actually anybody can actually now speak publicly, which was not the case before. Freedom, where like it cuts off your internet so you can't get distracted. Of children aspiring to see these powerful men in the neighborhood wanting to go to work with whoever his character is. That's who you see when you get to bugging out Air Jordans. You know, I grew up, my grandparents were pure Russian. They didn't speak. In this beautiful language called cinema. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Ciné Club consacrée au cinéaste Michael Mann. À l'occasion de l'arrivée prochaine de sa nouvelle série Tokyo Vice sur Canal+, on revient sur l'œuvre d'un cinéaste majeur de ces dernières années, en parcourant sa filmographie, puis en analysant les thèmes qui traversent son œuvre depuis ses débuts. Michael Mann grandit à Hampton Park, quartier ouvrier de Chicago, où ses parents Esther et Mark tiennent une épicerie. Après de brillantes études au lycée, il part 4 ans dans le Wisconsin étudier la littérature et développe un goût pour l'architecture. Mais 2 films vont provoquer un électrochoc et l'amener à se diriger vers le cinéma, Dr. Folamour de Kubrick et La rue sans joie de George Wilhelm Pabst. En 1965, il décidera donc de partir à Londres où il restera finalement 7 ans pour étudier à la London Film School. En travaillant dans l'univers de la publicité, il rencontrera Ridley Scott, Alan Parker ou encore Adrian Lyne. Il effectuera ensuite un court passage à Paris pour assister aux événements de mai 68 dont il tirera un documentaire, Insurrection. Il réalisera peu de temps après un court-métrage, Jeanne Puri, primé à Cannes. En 1971, de retour aux États-Unis, il découvre à Hollywood l'univers de la télé grâce à Robert Lewin et participera à l'écriture des séries Vegas et surtout Starsky Hutch, dont il écrit les 4 premiers épisodes. Sa première expérience sur un long métrage sera sa participation au scénario du Récidiviste avec Dustin Hoffman. Il réalisera peu de temps après son premier téléfilm, Comme un homme libre, histoire d'un coureur de fond emprisonné à vie dont les capacités sportives pourraient le faire concourir aux Jeux Olympiques. Le téléfilm reçoit une pluie de récompenses, dont un Emmy Award du meilleur scénario pour Michael Mann. Pour cette vidéo, j'ai fait le choix de laisser de côté les nombreuses productions télé de Michael Mann, dont la plus connue reste la série emblématique des années 80 Miami Vice, et de ne pas aborder non plus son long métrage La Forteresse Noire réalisé en 1983, film maudit et à part dans la carrière du réalisateur, pour me focaliser sur les 10 autres longs métrages, depuis Le Solitaire jusqu'à Hacker. En 1981, Michael Mann retrouve sa ville natale de Chicago pour réaliser son premier long métrage, Le Solitaire, Thief en anglais, avec James Caan dans le rôle principal. Il y interprète le rôle de Frank, ancien détenu, qui mène depuis sa sortie de prison une double vie, à la tête d'un bar et d'une concession automobile le jour et braqueur de bijoux la nuit. Frank, qui souhaite réaliser un dernier gros coup et fonder une famille, se retrouvera stoppé dans ses ambitions, pris entre une police corrompue et le milieu impitoyable du crime organisé. Si le film est basé sur le roman The Home Invaders de Frank Hoheimer, Michael Mann s'inspire surtout de la vie du voleur John Santucci, qui deviendra d'ailleurs conseiller technique sur le film et ira même jusqu'à prêter ses propres outils de cambriolage. Il sera également présent au casting du film dans le rôle d'un policier, quand de véritables policiers de la brigade de lutte contre le cambriolage de Chicago comme Dennis Farina endosseront eux des rôles de gangsters. Les nombreuses recherches sur le milieu carcéral effectuées par Michael Mann pour son téléfilm Comme un homme libre seront aussi une source importante pour l'écriture du personnage principal. Le film sera sélectionné en compétition pour la Palme d'Or à Cannes et sera souvent cité comme une référence majeure pour de nombreux cinéastes, dont Nicholas Winding Refn pour le film Drive. 6 ans avant Jonathan Demme et son Silence des agneaux, Michael Mann met en scène Hannibal Lecter en adaptant le roman Dragon rouge de Thomas Harris. Mais Michael Mann ne donne qu'un rôle très secondaire au célèbre tueur psychopathe et préfère se focaliser sur le profiler Will Graham, en proie à ses doutes et ses démons dans sa traque Dragon rouge. Pour son personnage principal, le réalisateur s'inspire de l'ancien agent du FBI et profiler Robert Ressler, qui avait contribué à populariser l'expression serial killer. Plusieurs acteurs avaient été pressentis pour le rôle comme Mel Gibson ou Paul Newman, mais Michael Mann imposera l'acteur William Petersen, qu'il avait découvert dans Police fédérale Los Angeles et à qui il avait déjà donné un petit rôle dans Le Solitaire. Pour l'écriture du Dragon rouge, le réalisateur correspondra avant le film pendant plusieurs mois avec le tueur en série Dennis Wayne. Le rôle reviendra à Tom Noonan, qu'on retrouvera quelques années plus tard dans d'autres rôles de méchants, dans Robocop 2 et dans The Last Action Hero. Pour le rôle d'Hannibal Lecter, appelé Lector dans le film, plusieurs acteurs avaient été pressentis comme Bruce Dern ou John Lithgow, Michael Mann ayant même un moment envisagé la possibilité de proposer le rôle au réalisateur William Friedkin, mais c'est finalement Brian Cox qui fut choisi. Le film devait à l'origine porter le même titre que le roman, mais le producteur Dino De Laurentiis, qui venait de sortir de l'échec cuisant de L'Année du Dragon, a insisté pour le titre original Manhunter, craignant aussi une confusion possible avec les films de Bruce Lee au titre assez proche. Le Sixième Sens a été un échec commercial à sa sortie, mais comme plusieurs des films de Michael Mann, a depuis été réhabilité par la critique et considéré comme l'un des films emblématiques de la culture des années 80.
En 1992, Michael Mann adapte librement le roman Le Dernier des Mohicans écrit par James Cooper en 1826. Il revient sur un événement historique précis des États-Unis, la guerre de 1757 entre les Anglais soutenus par les Mohicans et les Français soutenus par les Hurons. Le réalisateur quitte momentanément ses univers urbains pour les Blue Ridge Mountains de Caroline du Nord. Michael Mann, toujours à la recherche de son premier vrai succès commercial, finira par obtenir la présence de Daniel Day-Lewis pour le rôle principal. L'acteur qui a reçu son premier Oscar 2 ans auparavant pour My Left Foot est alors en pleine ascension. Il s'investira comme toujours à fond dans son rôle et partira seul plusieurs jours dans la forêt avec pour seul bagage un couteau de chasse. Depuis son téléfilm Comme un homme libre et son étude documentée du milieu carcéral, le réalisateur a toujours accordé une grande importance au réalisme dans ses films. Tout comme avait pu le faire Stanley Kubrick pour son Barry Lyndon, Michael Mann et son chef opérateur Dante Spinotti étudieront de nombreux peintres comme Albert Bierstadt ou Thomas Cole pour le travail préparatoire du film, tableaux et croquis représentant les peuples indiens de cette époque. Le film connaîtra le succès espéré par son réalisateur en devenant le 17e film le plus rentable de l'année 1992. Il lui permettra d'obtenir un casting 5 étoiles pour son film suivant. En 1995, Michael Mann parvient à réunir les deux monstres sacrés du cinéma américain Robert De Niro et Al Pacino pour un face-à-face historique. De Niro incarne Neil McCauley, un braqueur de banque professionnel qui trouvera sur sa route le lieutenant Vincent Hanna, ne vivant que par et pour son métier. A noter qu'à aucun moment du film, les visages des deux acteurs n'apparaîtront dans le même cadre. Les deux personnages principaux sont inspirés du vrai Neil McCauley et de l'inspecteur Chuck Adamson. On retrouve également au casting Val Kilmer, Jon Voight, la toute jeune Natalie Portman ou encore Tom Noonan, révélé 2 ans plus tôt par son rôle de serial killer dans Le Silence des Agneaux. Le réalisateur avait déjà mis en scène une première version de son film pour la télévision en 1989 avec le téléfilm LA Takedown, sorte de répétition générale pour le chef-d'œuvre à venir. Aucune scène du film n'a été tournée en studio, tous les décors sont de véritables lieux de Los Angeles, comme le restaurant Kate Montilini pour la confrontation légendaire, ou l'hôtel Hilton et l'aéroport pour la scène finale. La scène centrale de la fusillade, d'une extrême précision chorégraphique, a nécessité 10 jours de tournage et a été supervisée par Andy McNabb, un ancien militaire britannique, les acteurs ayant répété sur des terrains d'entraînement avec de véritables armes. Le réalisateur a également fait appel à Edward Banker, ancien délinquant et romancier, scénariste entre autres du Récidiviste et qu'on avait pu voir acteur en Mr. Blue dans Reservoir Dogs. Le film a eu une grande influence sur de nombreux cinéastes, dont Christopher Nolan, qui ne s'est jamais caché de s'en être fortement inspiré pour la scène du hold-up du Joker dans The Dark Knight. En 1999, pour son nouveau film Révélation, Michael Mann s'inspire d'un article de la journaliste Mary Brenner paru dans Vanity Fair en 1996, décrivant le combat de Jeffrey Wiggand contre l'industrie du tabac et son ancien employeur Brown et Williamson, accusés de nuire sciemment à la santé des citoyens américains. Si le réalisateur avait d'abord pensé à Val Kilmer pour jouer le lanceur d'alerte, c'est finalement Russell Crowe qui décrochera le rôle et prendra 16 kilos pour rentrer dans la peau du personnage. Michael Mann retrouve également Al Pacino, qui interprète quant à lui Lowell Bergman, journaliste d'investigation pour l'émission phare 60 minutes. Le film a reçu 7 nominations aux Oscars, dont meilleur film et meilleur acteur pour Russell Crowe. Pour son film suivant, Michael Mann se voit proposer la réalisation d'un projet de biopic sur le boxeur Mohamed Ali, avec au casting la star du moment Will Smith. Le projet devait dans un premier temps revenir à Spike Lee, puis à Barry Sonnenfeld, réalisateur de Wild Wild West, mais l'échec cuisant du film a amené les producteurs à se tourner vers le réalisateur de Révélation. Michael Mann abandonne alors son projet en cours Aviator, qui reviendra à Martin Scorsese. Il décide de se concentrer sur 10 années de la vie du boxeur légendaire, de 1964 et son premier titre de champion du monde, jusqu'au combat historique de 1974 à Kinshasa contre George Foreman. Un film qui se penchera aussi bien sur les exploits sportifs du jeune boxeur que sur son influence sociale et politique sur toute une génération. Pour incarner le jeune boxeur, Will Smith prendra 17 kilos et suivra un entraînement intensif sous la supervision de Angelo Dundee, ancien entraîneur de Mohamed Ali. Un rôle qui lui vaudra sa première nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur. Au casting également la présence de la femme de Will Smith, Jada Pinkett, qui interprète Sonji, épouse du boxeur. A noter l'utilisation pour la première fois par Michael Mann de la caméra numérique pour certains plans du film, avec ce grain si particulier qui deviendra l'une des signatures du réalisateur. 10 ans après Heat, Michael Mann retrouve les éclairages nocturnes de Los Angeles pour son 7e film Collatéral. Le film se déroule le temps d'une nuit, au cours de laquelle Max, chauffeur de taxi interprété par Jamie Foxx, fera la rencontre de Vincent, tueur à gages interprété par Tom Cruise, qui l'obligera à le conduire aux 4 coins de la ville pour accomplir ses meurtres. Le duo Cruise-Foxx n'était pas celui envisagé au départ, puisque la production avait d'abord pensé à Russell Crowe pour le rôle de Vincent et Adam Sandler pour jouer le chauffeur de taxi. Pour incarner ce personnage de tueur capable de se fondre dans la foule, le réalisateur a demandé à son acteur de se déguiser en agent de livraison FedEx et de livrer un paquet en plein après-midi sans se faire démasquer.
Michael Mann poursuit ses expériences numériques entamées sur Ali et utilisera pour la moitié du film une caméra haute définition Viper, une première pour un film de cette importance. Le film sera le plus gros succès commercial du réalisateur et recevra de nombreux prix et nominations, dont celle de meilleur acteur dans un second rôle aux Oscars pour Jamie Foxx. En 2006, le réalisateur retrouve ses flics icônes des années 80, Sonic Rocket et Ricardo Tubbs, pour une adaptation sur grand écran de la série phare Miami Vice. Il met en scène Colin Farrell, dont le nom a été soufflé par Don Johnson lui-même, et Jamie Foxx dans une opération d'infiltration dans le milieu du marché international du trafic de drogue qui les emmènera de la Floride à Haïti en passant par la Colombie. Les deux acteurs ont suivi pour le film un entraînement intensif avec une brigade de policiers locaux de Miami. Michael Mann, producteur de la série à l'époque, n'avait réalisé aucun épisode mais avait participé à l'écriture de quelques scénarios. Le film se base sur l'épisode 16 de la saison 1, Il n'y a pas de saut métier. C'est l'acteur Jamie Foxx, lors du tournage de Ali, qui a soumis l'idée d'une adaptation de la série pour le grand écran à Michael Mann. Après Le Dernier des Mohicans et Ali, Michael Mann braque à nouveau sa caméra sur une période charnière de l'histoire des États-Unis en revenant au début des années 30 pour mettre en scène un nouveau duel, celui de l'ennemi public numéro 1 Johnny Linger, opposé à l'agent du FBI Melvin Purvis. Deux personnages historiques qui ont réellement existé et inspiré un livre à Brian Burrow qui devait à l'origine l'adapter lui-même en série pour HBO avant de renoncer, livre qui servira finalement de base au film. Leonardo DiCaprio, d'abord pressenti pour le rôle du gangster, doit finalement décliner l'offre pour aller tourner le Shutter Island de Martin Scorsese et laissera sa place à Johnny Depp qui sera associé à Christian Bale dans ce nouveau face-à-face. Également au casting, Marion Cotillard qui entame son aventure américaine après son Oscar reçu pour La Môme. Le réalisateur retrouve également sa ville natale de Chicago, qu'il n'avait plus portée à l'écran depuis Le Solitaire. Dans un souci de réalisme, Michael Mann a choisi de tourner certaines scènes clés sur les lieux mêmes où elles s'étaient produites, comme la scène d'évasion à Crown Point, la scène de fusillade au Little Bohemia Lodge et la scène finale au Biograph Theatre. Dernier film en date du réalisateur, Hacker revient dans l'époque contemporaine avec une plongée dans le monde des pirates informatiques et de la cybersécurité. Suite à une intrusion informatique dans son système, une explosion a lieu dans la centrale nucléaire de Chaiwan à Hong Kong. Le capitaine Chen Dawei est nommé responsable de l'enquête par le gouvernement chinois et fera appel à un ancien hacker, Nicolas Hathaway, pour l'aider à identifier et à arrêter les terroristes. Comme pour chacun de ses films, Michael Mann s'est à nouveau beaucoup documenté avec des recherches poussées sur l'univers de la cybercriminalité. Il s'est en partie inspiré du hacker Stephen Watt, devenu consultant en sécurité informatique suite à son arrestation. C'est l'un des plus gros échecs commerciaux du réalisateur, avec un budget estimé à 70 millions de dollars et seulement 7 millions de recettes aux États-Unis. Si le rouge est la couleur phare chez Martin Scorsese, le jaune la marque de Wes Anderson, c'est le bleu qui prédomine dans le cinéma de Michael Mann, devenant presque la signature chromatique du cinéaste, chez qui chaque couleur comporte ses résonances et ses significations propres. Le bleu chez Mann est la couleur de la sécurité, de la tranquillité, un sentiment de bien-être propice à l'introspection, souvent associé à l'être aimé. C'est la couleur du pull de Jessie, complimenté par Frank dans Le Solitaire au début de leur histoire. C'est le foyer protecteur du couple dans Le Sixième Sens. Et c'est aussi le refuge de Neil, contemplant l'océan dans Heat. Neil qui sera également entouré de bleu lors de son appel plein de promesses avec Eddie. A l'inverse, le rouge et le vert sont chez Michael Mann symboles de danger et de mort. Ce sont les couleurs de l'appartement du serial killer du Sixième Sens, celle du restaurant lors du piège tendu à Nicholas et Lynn dans Hacker, ou encore celle du début des problèmes pour Max dans Collateral. Le vert est aussi la couleur omniprésente pour introduire Wayne Grow dans Heat, l'un des personnages les plus violents de la filmographie de Michael Mann, ou encore la couleur prédominante dans l'une des scènes les plus angoissantes de Révélation. Quant au blanc et au gris, ils représentent les institutions et la froideur de la modernité bureaucratique. C'est la couleur dominante de l'hôpital et de la cellule de Hannibal Lecter dans Le Sixième Sens, et c'est aussi la couleur du costume et des cheveux de Vincent, tueur à gages lisse et sans affect. Au-delà des couleurs, ce sont les décors en général qui sont porteurs de sens dans le cinéma de Michael Mann et qui rentrent en résonance avec les états d'âme des personnages. De très nombreuses scènes comportent par exemple des fresques ou des tableaux en arrière-plan. Dans une scène du Sixième Sens, un simple effet de zoom fait littéralement rentrer le serial killer dans un élément de décor, traduisant la psyché malade du tueur et son univers fantasmé fait d'images. Dans Révélation, la peinture murale se dissout littéralement dans les pensées de Jeffrey Wigand, qui réalise que son combat l'a définitivement éloigné de ses proches. Des fresques aussi présentes au sein de la ville comme dans Ali, quand le boxeur prend conscience de sa popularité et de son rôle social quasi messianique pendant son footing à Kinshasa, ou au début de Collateral, quand Max passe devant ce cavalier sans tête, faisant écho à la vie sans but du chauffeur de taxi. Une fresque que Michael Mann a fait spécialement venir d'un autre quartier, preuve de l'importance accordée par le réalisateur à tous ces éléments de décor.
Enfin, les bâtiments et le mobilier urbain de la ville elle-même peuvent aussi rentrer en écho avec les personnages, comme dans l'ouverture de It, où Neil se dirige visiblement à l'opposé de la direction indiquée au sol, préfigurant son revirement fatal sur l'autoroute à la fin du film. Une autre scène du film rend compte de ce principe de mise en scène d'une manière subtile et à peine perceptible lorsque Neil et Eddie se retrouvent sur le balcon face aux lumières de Los Angeles. Si cette scène produit un sentiment étrange, c'est qu'elle a en fait été filmée sur un fond vert, la ville de Los Angeles ne devenant alors qu'une sorte de décor factice en soi, matérialisant à l'écran l'impossibilité de ce rêve chimérique auquel semble alors s'accrocher le couple à cet instant de leur histoire. À l'exception du dernier des Mohicans, la ville est le décor principal de tous les films de Michael Mann qui a très tôt été sensibilisé à l'architecture par son oncle quand il était enfant. 3 villes sont au centre de son œuvre. Chicago, ville historique de la criminalité aux États-Unis et ville natale du réalisateur dans Le Solitaire et Public Enemies. Miami dans la série puis le film Miami Vice. Et bien entendu Los Angeles, ville emblématique du réalisateur dans It et Collateral. Des villes avec lesquelles le réalisateur entretient un rapport ambigu à la fois source de répulsion et d'attraction. Car chez Mann, la ville est avant tout le lieu de l'anonymat et de l'isolement où les êtres se croisent mais se rencontrent peu. Une ville des aéroports, des autoroutes et des ponts où les personnages manniens, oppressés, sont souvent en quête d'un ailleurs. D'où ces très nombreuses scènes présentes dans la quasi-totalité des films de Michael Mann où le héros, face à l'horizon, s'extrait du monde le temps d'une parenthèse contemplative. On trouve déjà ce motif lors du trajet en métro de Ali, ou dans la scène du balcon de It où De Niro compare les lumières de la ville aux vagues phosphorescentes des Fidji. In Fiji, they have these iridescent algae that come out once a year in the water. That's what it looks like out there. Une envie d'ailleurs aussi symbolisée par la carte postale du chauffeur Max dans Collateral. Mais c'est la plupart du temps devant des étendues liquides que s'évadent les personnages, comme dans Les Solitaires, Look at that, huh? That's magic. It, ou encore Miami Vice. Des scènes souvent empreintes de mélancolie, traduisant peut-être la conscience des héros de l'impossibilité de cet ailleurs. Un rêve à portée de regard et pourtant inaccessible, renforcé par ces nombreuses structures en verre omniprésentes dans l'œuvre du cinéaste, qui ouvrent le regard aux promesses tout en enfermant celui qui regarde. L'océan semble alors le dernier espace possible d'évasion dans une Amérique où les étendues sauvages ont disparu, comme semblait déjà l'annoncer la fin du dernier des Mohicans et le regard des héros sur un paysage et un monde en voie de disparition. Si le réalisateur semble manifester un certain rejet pour l'anonymat et la froideur des villes, il semble aussi ressentir une sorte d'attraction romantique pour ces espaces urbains, y recherchant peut-être un substitut de beauté à une nature disparue, mais qui ne demande qu'à refaire surface, prête à reprendre une place temporairement occupée par l'homme. Technologic. Paradoxalement, ces villes de l'anonymat sont aussi celles de l'omniprésence du regard, de la présence partout accrue de l'expansion technologique du monde, thème omniprésent dans les films du cinéaste. Un monde dans lequel doivent évoluer des gangsters comme Frank dans Le Solitaire, Neil dans Hit ou John Dillinger dans Public Enemies, fidèles à des codes de l'ancien temps, dépassés par un nouvel ordre des choses dans lesquels ils ne se reconnaissent pas. 2 scènes clés dans Public Enemies mettent en situation ce décalage du héros dans ce nouvel environnement. La première, lorsque John Dillinger rend visite à Phil, qui lui explique que le braquage de banque est devenu obsolète et que le nouveau crime organisé, comme toute autre activité, doit s'adapter à la modernité du monde. On October 23rd, you robbed the bank in Greencastle, Indiana. You got away with $74,802. You thought that was a big score. These phones make that every day. And it keeps getting made day after day after day. A river of money. And it gets deeper and wider. Week in and week out, month in and month out, flowing right to us. Une autre scène plus discrète souligne la diffusion sourde de cette évolution. John Dillinger était jusqu'à son incarcération un gangster libre qui maîtrisait l'espace et le temps avec des braquages minutés et rapides et pour qui les frontières entre États n'existaient pas. Et alors qu'il vient juste de s'évader et se voit ralenti dans sa fuite par un feu rouge, symbole de ce nouveau quadrillage du monde envahi par les nouvelles technologies. Car la technologie se développe vite et partout, et ce phénomène exponentiel est encore plus visible dans Miami Vice et dans le dernier film en date du cinéaste Hacker. Dans ces 2 films, les héros évoluent dans un monde où les frontières ont disparu, où le crime organisé n'est plus vertical comme dans l'ancien temps, mais totalement mondialisé et horizontal. Un univers où l'omniprésence des ordinateurs et des caméras abolissent l'espace et le temps et permet aux parrains dématérialisés de la pègre 2.0 de gérer le crime à distance. Un personnage incarne à lui seul la rigidité froide et sans affect de cette évolution technologique et économique du monde.
C'est Vincent, le tueur à gages de Collatéral, un être déshumanisé qui ne semble exister que pour accomplir les tâches qui lui ont été attribuées. Un homme machine qui pourrait presque faire écho au T-1000 de Terminator 2 dans la scène finale du film. Car derrière le discours technologique, une critique de l'évolution économique du monde n'est jamais loin, comme l'expose déjà Daniel Day-Lewis dans le dernier des Mohicans. Would Huron have greed for more land than a man can use? Would Huron fool Senegrin to take in all the furs of all the animals of the forest for beads and strong whiskey? Those are the ways of the Yengeese and their Francais traders, and their masters in Europe infected with the sickness of greed. Mais si Michael Mann semble opérer une critique de la modernité capitaliste et technologique du monde à l'intérieur de ses films, il n'en reste pas moins un homme de son temps, pionnier dans l'utilisation du numérique au cinéma. Dès Ali en 2001, lui et son chef opérateur Lubeski utiliseront une caméra Panavision HD 900 et son grain si particulier, accentuant le sentiment de réalisme si cher au réalisateur et permettant aussi la miniaturisation de la caméra, indispensable pour pouvoir filmer les combats de boxe au plus près des acteurs. Un outil que le cinéaste mettra encore davantage à profit pour son film suivant Collatéral, tourné quasi exclusivement en numérique avec la caméra Viper, à l'exception des scènes en boîte de nuit, et qui lui permettra de se passer des éclairages artificiels et de sublimer la nuit de Los Angeles et ses lumières envoûtantes. La haute définition lui permettra par la suite de capter la beauté des ciels orageux de Miami Vice et d'éviter le cliché du grain propre au film de gangster dans Public Enemies, donnant un aspect actuel et intemporel au destin de John Dillinger. Si Michael Mann propose une vision critique de son époque à travers son cinéma, un discours empreint d'une certaine mélancolie, voire de nostalgie, c'est aussi à travers ses personnages qu'il l'exprime. On l'a déjà évoqué dans cette vidéo, la plupart des personnages manniens sont des hommes d'un autre temps qui ont du mal à trouver leur place dans la société et ne se reconnaissent pas forcément dans les valeurs de leur époque. Des hommes fidèles à leur propre code et morale, épris de liberté, ne voulant dépendre de personne, comme l'exprime Neil dans Hit. Remember Jimmy McElwain on the yard used to say, you want to be making moves on the street, have no attachments, allow nothing to be in your life that you cannot walk out on in 30 seconds flat if you spot the heat around the corner. Et Nathanael dans le dernier des Mohicans. And loyal subject to the crown. Do not call myself subject to much at all. C'est aussi le combat de Mohamed Ali face au gouvernement américain qui, pour rester fidèle à ses valeurs, préférera risquer la prison et mettre sa carrière sportive entre parenthèses plutôt que d'aller à l'encontre de ses convictions. No. No. You say you're the people's champion. Yes, sir. Do you think you're acting like the people's champion? Yes, sir. I'm not going to apologize to you. This is not a courtroom and I do not have to sit here and answer your questions. Des personnages chez qui semble aussi parfois subsister une sorte d'instinct animal qui pouvait habiter leurs ancêtres comme Nathanael. Dans Hit, Neil et Vincent semblent posséder ces facultés, comme lors du deuxième braquage avorté du film, quand Neil sent soudainement la présence de celui qui l'observe, ou bien vers la fin du film quand Vincent, à son tour, repère instinctivement Eddie, lui signifiant alors la proximité du gangster. Un flair quasi animal qu'on retrouve aussi chez Vincent à la fin de Collatéral quand il semble deviner les directions empruntées par Max et Annie. Un instinct présent littéralement dans le titre français du film Manhunter, Le Sixième Sens, deuxième film du réalisateur qui développe déjà un autre thème central de sa filmographie, la frontière poreuse entre ces couples d'hommes que tout semble opposer. Will et le Dragon Rouge, Neil et Vincent, Vincent et Max, John Dillinger et Melvin Purvis. Dans Le Sixième Sens, c'est le profiler qui doit, pour les besoins de son enquête, rentrer dans l'esprit de celui qu'il traque, presque fusionner avec lui, ce qui n'est pas sans conséquence pour sa santé mentale. Une idée qui sera soulignée par la mise en scène quand l'inspecteur semble se dédoubler et engager un discours avec son reflet. Just you and me now, sport. I'm gonna find you, goddammit. Avant de symboliquement briser cette vitre miroir pour enfin se retrouver face à celui qu'il traquait depuis le début. C'est la même idée que confesse Vincent à sa femme dans Hit. You know, it's like you said. All I have is what I'm going after. Si le film expose la confrontation entre deux hommes, le flic et le gangster semblent pourtant partager une certaine vision des choses et finissent même par développer une forme de respect grandissant tout au long du film. Comme la plupart des héros maniens, ce sont des professionnels qui excellent dans leurs domaines respectifs, qui sont presque dominés par cette passion qui les anime et les empêche de vivre une vie de famille épanouie.
I do what I do best. I take scores. You do what you do best, trying to stop guys like me. Alors que le rêve d'une vie nouvelle semble enfin accessible et toute proche pour Neil et Eddie, cet instinct refait surface et ramène le gangster à ce qu'il est profondément, lui faisant soudainement changer de trajectoire pour l'amener vers la seule issue possible, la mort. I gotta take care of something. Third time? This time. Cette gémilité et cette proximité entre les deux personnages sera définitivement scellée dans le très beau plan final du film. Ce même rapport unit le couple formé par Johnny Depp et Christian Bale dans Public Enemies. Là aussi, c'est une traque sans relâche que mène l'agent du FBI pour arrêter l'ennemi public numéro 1, mais non sans une forme de respect mutuel et une même aversion pour la transformation du monde qui s'opère et pour l'autorité, qu'il s'agisse de l'État pour le gangster ou des nouvelles méthodes brutales du FBI pour le policier. Les rapports que nouent Max et Vincent dans Collateral sont d'une nature différente. Chacun va permettre à l'autre de se révéler, de réveiller quelque chose en lui. D'un côté, Max finira par entrouvrir une légère brèche chez ce tueur professionnel, froid et brutal, en lui faisant percevoir la vacuité de sa fonction et de son existence. Vincent, lui, permettra au chauffeur de taxi aux ambitions sans cesse repoussées de se révéler en l'obligeant à prendre enfin en main son destin. Une prise de conscience qui passera là encore par une symbiose entre les deux hommes, dans cette scène où Max, pour sauver sa peau, devra se faire passer pour le tueur et là aussi rentrer dans la peau du personnage. Comme dans le sixième sens, cette mue s'achèvera par la destruction symbolique du reflet à la fin du film. On constate que le cinéma de Michael Mann est un cinéma avant tout masculin, mais les femmes ne sont pas pour autant absentes de son œuvre et semblent occuper une place de plus en plus importante au fil de sa filmographie. On peut considérer que jusqu'à Révélation, les personnages féminins représentaient avant tout l'incarnation des rêves des héros masculins d'une vie nouvelle, comme pouvaient l'être Jessie pour Frank et Eddie pour Neil, ou à l'inverse, incarnaient le sacrifice nécessaire à l'accomplissement personnel, comme les épouses de Vincent dans Hit et de Wigan dans Révélation. Médée Ali, des femmes fortes font leur apparition qui existent en tant que telles et ne se contentent pas de révéler des traits des héros masculins. Ce sera également le cas du personnage incarné par Marion Cotillard dans Public Enemies, sur qui se clôturera d'ailleurs le film. Mais c'est surtout la romance de Miami Vice qui offrira le plus beau rôle féminin de la filmographie de Michael Mann, avec le personnage de Isabella, interprétée par Gong Li, femme d'affaires ambiguë, semblant elle aussi, comme la plupart des hommes des films de Mann, aspirer à un meilleur idéalisé, mais là encore consciente de l'impossibilité de ce rêve et condamnée à ne vivre que la parenthèse enchantée du moment présent. That's a bad idea. This is past a bad idea. And it has no future. That's right. So, there's nothing to worry about. Dans le cinéma de Michael Mann, le temps s'écoule sans cesse et semble ne jamais faire de pause. La quasi-totalité de ses films commence en pleine action, sans exposition et avec peu d'explications, demandant au spectateur un peu désarçonné de prendre une histoire et un monde en marche. De la même manière, les histoires ne semblent jamais figées dans leur fin, mais toujours en mouvement, comme en ouverture vers quelque chose d'autre. Et entre ces deux moments, des héros vivent et évoluent, conscients de cette fuite du temps et de l'impossibilité de le saisir. Certains des personnages maniens semblent résignés face à ce constat mélancolique, comme Vincent. Good reason is no bad reason to live or to die. Then what are you? They're different. Get with it. Millions of galaxies of hundreds of millions of stars and a speck on one in a blink. That's us, lost in space. A cop, you, me. Who notices? Quand d'autres tentent de laisser une marque dans l'histoire, comme Ali ou John Dillinger, devenus chacun des icônes dans leur domaine, ou Mike Wallace dans Révélation, qui dresse un constat lucide à travers ce monologue dans lequel on pourrait presque entendre la voix du réalisateur lui-même s'interroger sur sa vie et son œuvre. I'm not talking celebrity, vanity, CBS. I'm talking about when you're near the end of your life than the beginning. And what do you think about then? The future? In the future I'm going to do this, become that? What future? No. What you think is, how will I be regarded in the end? Voilà, c'est la fin de ce 5e épisode du Ciné Club consacré à Michael Mann. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à en parler autour de vous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau réalisateur.